Mesdames, Messieurs, des personnes handicapées ou des personnes porteuses de handicap sont nombreuses dans notre pays. Les autorités gouvernementales, dans leur politique, font la part belle à tous les citoyens d'ailleurs, mais quelle est la spécificité des services que l'on offre aux personnes en situation de handicap? Au plan social, quelle est la facilité ou bien quelles sont les conditions qui sont faites pour que ces personnes soient réellement intégrées dans la société? Quand il s'agit par exemple des offres ou bien des appels à candidature, ces personnes sont-elles privilégiées ou exclues? Voilà un peu tous les compartiments que nous allons visiter ce matin à travers ce thème. Accès aux services sociaux de base, est-ce que les personnes handicapées sont vraiment prises en compte? Heureuse d'Arandé. Effectivement, et pour en parler, nous avons Marcel Rinvi, qui porte bien leur voix ici. Il est membre du réseau des associations des personnes handicapées, moi je dirais personnes vivant avec un handicap, du littoral. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour à vous, Heureuse, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. En face de vous, nous avons Émile Gbessino. Vous êtes un travailleur social. Merci d'être là. Psychopédagogue. Psychopédagogue, précisément. Merci d'être là. Au téléphone, nous aurons la directrice des affaires sociales de l'Atlantique, Nadège Arouga, pour répondre à nos questions. Merci à vous d'avoir planté le décor et tout de suite, nous allons démarrer avec Marcel Rinvi. Marcel, dites-nous, vous qui vivez avec un handicap, les services de base que l'État met en place, l'organisation sociale de notre pays, est-ce que vous vous sentez impliqué ou exclu? Ok, merci à vous Alain, merci pour l'invitation, merci aux amis du B24 pour le retour sur la thématique du handicap. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour partager le plateau. Vous savez, quand on parle de la thématique du handicap avec les personnes handicapées dans l'ensemble, c'est pas facile. Vous savez, quand vous êtes dans une communauté où tout a été régi en tenant compte des personnes non handicapées qui n'ont pas une déficience. Et quand vous avez une déficience et vous avez l'obligation de vivre dans cette communauté, c'est pas facile. Et quand on prend le côté éducatif, c'est-à-dire les personnes handicapées ou les personnes qui portent une déficience ont le temps de faire les mêmes études que les personnes non handicapées dans les mêmes conditions, mais une fois au terme des études, pour le côté insertion, c'est encore une autre bataille, un autre combat. Et quand on prend au côté de l'accessibilité, vous savez, dans une administration où l'immeuble est à 3 étages, sans ascenseur, et vous devenez avec votre carte blanche, vos béquilles ou votre fauteuil roulant, c'est encore une autre bataille. Et quand vous venez dans une communauté ou dans un environnement où pour aller dans un endroit A à un endroit B, il faut prendre un bus, il faut prendre un moyen de déplacement et puis le regard de l'environnement, la société, tout ce qui incarne, vous regardez avec un regard de pitié et n'est pas prêt à vous accompagner avec un regard de bienveillant, mais c'est la pitié qui vous accompagne, on est lésé, on est vraiment opprimé. Et quand on a vraiment un moral haut, on se dit, mais tiens, c'est pas la fin du monde avec cette déficience, on a quand même bravé des étapes, nous en sommes là, donc c'est surtout dit que c'est pas facile, mais il faut noter qu'il y a des gens qui malgré le handicap, malgré la déficience, trimballent cette discrimination et puis en font vraiment une bataille qui s'impose dans la société. Mais bon, moi je me demande, est-ce que tout ce que vous décrivez là, c'est toujours d'actualité dans notre pays, monsieur le psychopédagogue? Alors, est-ce que les personnes vivant avec un handicap sont encore discriminées dans notre pays, mal vues? Je dirais même que le changement de mentalité ne fait que commencer. Et il y a encore beaucoup à faire. Le chemin à parcourir est très long encore, mais très long. C'est-à-dire c'est ces 20 dernières années déjà qu'on a commencé à parler d'inclusion, d'accessibilité, de nos infrastructures, de nos programmes aux personnes handicapées. Mais des structures privées ont porté la chose depuis des années, je disais ces 20 dernières années, se battant toutes seules. Mais de plus en plus aussi, l'État commence à prendre. Et vous voyez, moi je suis très content que la chaîne BB24 accompagne ce combat-là, cette bataille à travers ce genre d'émissions. J'en suis très content, je vous en félicite. Et j'avoue que ça ne fait que commencer, ce qui dit le changement de mentalité.
Et le parcours est encore long et il faudra... Mais dites-nous, si le parcours est long, il faut bien commencer quelque part. Vous qui êtes psychopédagogue, dans nos écoles, on mélange et les personnes non porteuses d'handicap et des personnes porteuses de handicap. On met tout le monde ensemble sans tenir compte des spécificités de chaque catégorie de personnes et on dispense les cours, on fait les formations à tout ce beau monde-là ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est chose normale? Alors, ce que vous dites, la réponse elle est évidente, ce n'est pas chose normale. Mais d'où venons-nous? Commençons à nous poser cette question. Pendant longtemps, c'est des enfants qui ont été exclus, des personnes qui ont été exclues de nos systèmes éducatifs pendant longtemps. À un moment donné, on s'est dit, bon, on ne va pas tellement les exclure, mais on va quand même créer pour eux des centres spécialisés à part. Voyez-vous? Et donc, on créait des centres, des écoles spécialisées dans lesquelles ils vont être accompagnés, encadrés, mais à part. Et de plus en plus maintenant, on se dit, il faut qu'ils soient avec nous, étudiant avec nous. Et dans cette nouvelle orientation-là, on a commencé à les accepter dans nos écoles, mais toujours en pensant que c'est à eux de se débrouiller pour s'adapter à un système qui est rigide, qui Ce ne bouge qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas, exactement. Et là, le combat, c'est quoi? C'est non seulement qu'ils soient avec les personnes, que les personnes handicapées soient avec les personnes non handicapées, mais qu'ils puissent participer sur le même pied d'égalité. Non, mais ce schéma, à mon avis, constitue encore une sorte d'exclusion. C'est vrai, il faut des centres et des écoles spécialisées pour ces personnes. C'est une forme d'exclusion, d'accord, quand bien même on veut prendre soin d'elles. Mais les ramener maintenant avec les personnes non handicapées pour faire un brassage afin que la communauté soit homogène et leur demander de faire des efforts pour suivre la cohorte, est-ce que quelque part on n'a pas encore, on n'a pas trouvé la solution à mon avis? Très bien, mais vous y êtes. Alors en faisant ça, nous n'avons pas encore trouvé la solution. Nous devrons être sur des systèmes qui cherchent à s'adapter à ces personnes. Et c'est le combat d'aujourd'hui. Donc, lorsque les enfants handicapés sont accueillis dans nos écoles devraient être flexibles du point de vue capacité des enseignants à s'adapter, capacité de nos programmes, des curricula à être souples et adaptables à ces enfants, capacité des infrastructures qui les accueillent à les accueillir et à se laisser utiliser aisément nos capacités d'évaluation. Les systèmes, par exemple, d'examen doivent être revus, réaménagés pour s'adapter à ces enfants. Donc vraiment, nous devrons entrer dans cette dynamique-là qui consiste à ce que ces personnes soient non seulement présentes, mais qu'elles soient réellement prises en compte par tout le dispositif mis en place. Monsieur Révy, pour vous, où est-ce que nous sommes encore en retard? Ok, merci à vous. Vous savez, on a encore du travail à faire. Et puis, comme l'a dit mon Dans tous les secteurs? Sur le côté handicap, on parle du côté handicap dans tous les secteurs pratiquement. L'État a fait un grand effort, il faut l'avouer, avec la loi qui a été votée, avec les décrets qui sont en voie d'application. Mais quand on va un peu dans les coins du pays, dans les coins reculés du pays, il y a des personnes qui portent des déficiences et actuellement n'ont pas accès aux écoles parce que l'école du village n'est pas encore accessible. Parce qu'après l'étude, la personne ne pourra pas avoir un emploi. Le cas palpable ici à Cotonou, à Calavi, les étudiants handicapés qui ont des handicaps visuels n'arrivent pas à composer au même titre que les autres étudiants. Parce que quand ils composent, il faudrait que leur copie soit transcrite. Vous savez, à un moment donné, il y a cette forme de discrimination. Et comme l'a dit mon vis-à-vis, il faudrait que l'État, c'est-à-dire la communauté, pense que nous sommes dans une communauté où nous avons des personnes non handicapées, et pour cela, pour que tout le monde soit vraiment à l'aise, dans une bonne condition, dans une bonne ambiance, il faut que l'État aussi penche un regard pour dire, tiens, il faudrait que les copies des étudiants handicapés qui composent au même titre que les étudiants non handicapés soient corrigées et soient revues. Il faudrait qu'après l'étude, quand on vient sur le terrain de l'emploi, quand on lance un appel à la candidature, il ne faut plus être apte, inapte ou bien avoir les facultés au point. La dernière en date, vous savez très bien, qui a fait un peu de bruit avec le récent concours de l'enseignement, c'est pas bien. Alors que l'État a mis les moyens pour que la personne qui porte une déficience s'est battue à l'université avec les cours dans les amphis pour quand même accéder. Mais après cela, quand on vient sur le terrain de l'emploi, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont encore à la maison parce qu'ils n'ont pas la moindre béquille, la moindre canne blanche.
La personne handicapée n'est pas un colis pour qu'on la transporte pour aller à l'école. Alors qu'elle a aussi les droits comme tout le monde. Vous savez, il y a beaucoup de travail à faire. L'État, quand on fait un tour à l'extérieur, il y a les pays qui sont sur la bonne lancée pour que les choses changent. Mais au niveau de notre pays, il y a vraiment une avancée. Mais comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il faut vraiment que l'État aussi pense vraiment. Et quand on parle des CPS dans les localités, quand l'enfant handicapé, quand l'enfant qui porte une déficience, quand l'enfant se pointe chez vous, il faudrait que l'accueil soit de mise. Il faudrait que l'attention, il faudrait que dans une communauté, il faudrait que tout le monde pense à ça. Ce n'est pas la pitié, mais il faut un regard bienveillant envers cette couche-là. Oui. Parlons des recrutements. Oui. L'État qui ouvre des centres spécialisés pour former les personnes porteuses de handicap. Les suit, surtout le parcours. Et quand il s'agit maintenant de recruter pour la fonction publique, l'État met des barrières. Alors, quel travail faites-vous, vous qui êtes déjà rassemblés en association, pour que cet état de choses soit corrigé? Est-ce que quelque part, ce n'est pas le manque d'engagement sur le plan social et même politique, puisque c'est des décisions politiques, qui fait que cette discrimination officielle continue d'avoir cours? Vous savez, comme travail, quand on parle d'engagement pour corriger le tir, il faut dire que les différentes associations de personnes handicapées se sont montées au créneau à la dernière fois quand il y avait ce concours de recrutement où on a mis noir sur blanc, il faut avoir les facultés au point pour postuler. On dit, mais quand la personne handicapée suit les cours comme tout le monde et vient au niveau du terrain de l'emploi pour postuler à un poste, pourquoi le juger sur le côté physique alors que normalement, c'est le côté intellectuel qu'on doit le juger. Si cette dernière ne pourra pas être à la hauteur du travail qui sera confié, on peut le juger, mais ne pas dire en amont qu'à cause de sa déficience ou à cause de son apparence physique, on le met de côté. Non, donc, je ne vous arrête pas, oui. Mais monsieur Révy, est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas ou vous ne devez pas reconnaître que la personne qui porte un handicap a déjà quelque part des limites. En fait, la personne qui porte un handicap a des limites, on n'en disconvient pas. Mais les limites, ça dépend des secteurs, pas toutes 7 heures. Vous savez un peu. Et quand Alain me parle de ce que les associations font pour corriger la donne, il y a plusieurs fois, la dernière fois avec l'actuel régime, on était à l'Assemblée pour que la loi soit votée. La loi a été votée. Et puis même dans la loi, ça a été dit que les différentes formes de discrimination soient mises de côté. La loi a été votée par les députés, mais il faudrait que les décrets d'application suivent. Soit. Parce que quand une loi est votée, quand il n'y a pas de décret, ça ne pourra pas soit appliqué. Mais après les décrets, il faudrait même que la sensibilisation dans les différentes localités, dans les différentes administrations soit vraiment une chose de mise. Et même le ministre actuel, le ministre, il y avait l'actuel ministre du Travail, Mme Mathis Amdiatou, elle était ministre des Affaires sociales avec le régime Yahi. Mais c'était avec elle qu'on avait battu cette discrimination. Mais encore avec elle, étant actuel ministre du Travail, c'est encore dans son ministère que la note a été prise. C'est un peu de l'amalgame quand le ministre qui était Affaires sociales dit on corrige le tir, mais après quelques années, elle vient à ministre du Travail, elle sort une note officielle. Et puis ça, on a eu des mouvements et puis ça a été corrigé plus ou moins. Donc on verra que les fois à venir, ça va se corriger davantage. Monsieur, mais sinon, lorsqu'on sait que même des autorités dans ce pays qui votent les lois, qui prennent les décrets, quand ils changent de position, certaines ont eux-mêmes ou elles-mêmes des personnes vivant avec un handicap chez eux ou chez elles et ont peur même de les faire sortir. De les exposer. Quand même, est-ce que vous ne voyez pas que la lutte, ce n'est pas seulement au niveau des personnes vivant un handicap qu'il faut mener, mais au niveau même des décideurs? Oui, tout à fait. Vous faites bien de le dire. Le combat, c'est au niveau de nous tous. En fait, nous parviendrons à une société inclusive quand tout le monde, vraiment tout le monde, que ce soit les personnes handicapées elles-mêmes ou les personnes non handicapées, quand tout le monde aura compris qu'une personne qui porte une déficience n'a pas que des limites ou des incapacités. Elle a aussi des capacités, peut apporter quelque chose en fonction aussi de sa déficience, voyez-vous. Et donc, ce combat, il est à faire au niveau des décideurs. Et surtout, c'est quoi? Le changement de comportement ne se fait pas simplement par un petit déclic ou du jour au lendemain. C'est lent.
Et c'est pour ça qu'il faut rester, faire le combat, et jour après jour et continuer. Ne pas se surprendre qu'une personne qui nous a appuyés aujourd'hui est contre nous demain, mais comprendre que vraiment c'est une question de... Ça touche le comportement et dans ce cas c'est toujours profond. Et pour que le comportement change, il faut du temps, il faut du travail. Voyez-vous. Et donc, on doit continuer. Surtout la prise de conscience de ces décideurs. La prise de conscience. D'accord. Prise de conscience, nous allons certainement en parler dans cette émission. Mesdames, Messieurs, mais vous savez que les compatriotes, les nôtres, ont également leur avis sur la question et nous les interrogeons à chaque fois que nous avons un thème et celui-ci ne fera pas défaut. Les malvoyants et les malentendants, bon, ils ont le même droit que tout, comme tout être. Donc je pense qu'il va falloir pour eux aussi trouver un moyen pour qu'ils puissent aussi avoir accès aux informations. Pour les malvoyants, bon, déjà s'ils peuvent entendre, ce serait bien. C'est dans l'article 8 de la Constitution béninoise. C'est à l'État de faire des politiques. L'État a des ministères, ou bien l'État, le ministère social, des familles, le ministère de l'éducation, de l'enseignement, c'est l'État. Tout est autour de l'État. Ces gens-là, ils n'attendent pas, ils ne voient pas. Comment ils voient ce qui se passe dans notre pays maintenant, va attendre ça. C'est le problème des gouvernements, ça. On doit créer les télévisions qui va faire que les gens, ces gens-là, va attendre ce qui se passe dans le pays. Je vois souvent dans les télés, un journaliste parle, je vois quelqu'un faire la main, que les personnes n'attendent pas d'attendre les journaux. Mais la personne qui ne voit pas, comment il va voir ce qui parle aux télé. En Afrique, en général et en particulier au Bénin, les personnes handicapées sont reléguées aux dernières loges. Alors là, celui qui doit s'en occuper, c'est l'État béninois. Ce n'est pas nous, même si nous sommes à côté. Si vous n'avez pas fait l'école des sourds, par exemple, vous ne pouvez pas causer avec un sourd. Il y a des choses que le peuple, la population, les citoyens ne peuvent rien faire par l'État. Il y a des choses comme ça. C'est dans le cadre de ce que vous dites. C'est l'État seul qui peut faire. Et quand l'État fait le programme, l'État sensibilise. Mais il faut que les gens soient utiles. L'État peut, selon moi. D'accord? Que l'État veut, l'État peut. Des gens qui sont bien formés, des handicaps, sont plus intelligents que des gens bien portants. Mais ils ont des diplômes. On ne les engage même pas. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une inadéquation. C'est à l'État de corriger tout ça là. Mais un exemple, la preuve est que chaque fois dans notre pays, depuis 10 ans, depuis 15 ans, il y a les séminaires de renforcement des capacités dans tous les secteurs. Donc que l'État le fasse dans ce cadre, c'est tout. C'est à l'État de développer ces écoles-là et continuer par enseigner à nous, bien portants, de ne pas les oublier. L'avis de quelques citoyens béninois rencontrés à Cotonou. Quelle réflexion, Marcel Renvi, ces déclarations vous inspirent-elles? Vous voyez que c'est l'État qui est indexé, c'est l'État qui a le grand rôle à jouer. Et comme le dit l'autre, vous savez, le handicap, on ne le prévient pas. Hein? Quand vous avez vos facultés au point, vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Et puis il y a des gens qui ont une telle déficience parce que suite à un accident de circulation, il y a une jambe qui a été amputée. Donc ce qu'on ne vous prévient pas. Si par exemple l'intéressé dans une administration de travail est déjà engagé comme APE, et puis chemin faisant, il avait une déficience, il a été fauché par un accident, on va le renvoyer, on ne pourra pas le renvoyer. Il doit continuer son travail. Donc, pour dire que ce que nous souhaitons, ce que les personnes handicapées veulent, c'est qu'il faudrait que l'intégration et que l'insertion soit une chose de mise. Parce que dans toutes les familles, nous avons des parents proches où l'on était handicapés, mine de rien. Et puis, c'est pas de la pitié, c'est pas de la pitié. Et vous savez, moi, je suis très, très
Faut dans la tête. Je rappelle, je ne vends aucun secret. Je rappelle que vous êtes un journaliste également. Voilà. Donc, vous savez, moi, c'est un confrère. Donc, vous savez, moi, je suis dans la tête très, très élevé dans la tête. Donc, moi, je ne suis pas dans la histoire de discrimination. Moi, je m'en fous de vous. Faites ce que vous voulez, mais chemin faisant, vous saurez que le monsieur, mais il s'en fout de son handicap. Il est là où vous êtes, là, à me faire de la pitié. Moi, je suis déjà en avance sur vous. Donc, il faudrait que chacun de nous, au moins dans une société... Je ne vous arrête pas, monsieur Envy, mais pour avoir un tel mental, il vous a fallu faire du travail sur vous. Oui. Ce travail, qu'est-ce que vous faites pour que les autres le fassent aussi? Oui, là, il faut reconnaître, parce que vous l'avez dit, vous savez, il y a des gens qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore accepté le handicap. Il y a des gens qui sont encore dans les quatre coins de la maison parce que ces gens ont peur, ont honte de sortir avec leur déficience. Il faudrait qu'à un moment donné, l'on se dise, mais tiens, j'ai une déficience, c'est pas la fin du monde. Je peux être au même titre que les autres. Et puis ça c'est un travail psychologique, et ce travail aussi, il faut quand même se forger une ambition, une détermination pour dire mais je dois être au même niveau que les autres. Ça ne voudrait pas dire qu'avec ma jambe qui a été amputée, avec mes yeux qui sont ôtés, avec ma déficience visuelle, je ne pourrais pas rester au second rang. C'est aux personnes handicapées elles-mêmes de prendre en charge leur handicap pour dire mais c'est pas la fin du monde, et puis chemin faisant, on pourra les juger sur le sort ou sur la compétence ou pas. D'accord. Monsieur Bessinon, vous avez suivi également nos compatriotes, vos réflexions? Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt les propos des uns et des autres. Je me rends compte qu'ils ont abordé des aspects de la thématique très divers. Donc, c'était très riche tout ça, partant des différents types de déficiences qu'on peut rencontrer, au problème d'accessibilité à l'information, la question de l'emploi, de l'insertion socio-professionnelle, les systèmes éducatifs que nous avons. C'était très riche comme élément. Et comme disait aussi Monsieur Renvi, l'État a été énormément indexé. Et c'est vraiment, je comprends parfaitement ça, l'État a un grand rôle à jouer. Et j'ajouterais aussi que la société civile aussi, mais chacun de nous, aussi bien les personnes non handicapées que les personnes handicapées. Dans ce combat-là, tout le monde a sa part. Et c'est très important qu'on puisse l'intégrer. Et l'État doit vraiment prendre les devants et mener la danse. Mais quelle action concrète l'État doit mener? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, au niveau des administrations, doit décider qu'il y ait un quota de personnes vivant avec un handicap à recruter dans chaque administration? Ou comment ça doit se faire de façon pratique? Alors, de façon pratique, c'est sur plusieurs points. Déjà, vous voyez la question pour tout ce de l'accessibilité physique, par exemple. On ne devrait plus construire aujourd'hui d'infrastructures sociales. Vous voyez les marchés qui se construisent, les terrains de foot, les administrations, tout ce qui est bâtiment, on ne devrait plus les construire. Il y a des accès spécialisés, des rampes pour les personnes handicapées moteurs d'abord. Voilà. Malheureusement, je pense que tout ce qui se fait, on n'y pense pas encore. C'est comme si l'État est encore en arrière. On ira constater. Peut-être ne serait-ce que pour les marchés, par exemple. Voilà, donc vous voyez les rampes déjà pour avoir accès, mais lorsqu'on a accès, il faut pouvoir utiliser, il faut pouvoir circuler, donc il faut qu'on ait des couloirs assez larges pour circuler aisément, pas des portes étroites avec difficulté d'accès pour une personne en chaise roulante. Et lorsqu'on a accès, bon, il y a les toilettes et tout, il faut avoir accès aux toilettes, vous voyez. L'éclairage dans ces bâtiments, c'est tout un ensemble, vous voyez, c'est plein de choses. Et aujourd'hui, des manuels de construction, des manuels qui indiquent les normes de construction des bâtiments sont indiqués, existent, sont réalisés, et nos entrepreneurs spécialistes des BTP devraient pouvoir se l'approprier et l'utiliser. Même dans nos maisons, on devrait construire en tenant compte de l'accessibilité. C'est important. Alors, donc ça, c'est tout ce qui est accessibilité au plan physique. Mais il y a l'accessibilité au plan communication. Vous voyez, il a bien dit, lorsqu'un journal passe, il y a toujours quelqu'un qui fait l'interprétariat. C'est déjà une avancée. À l'RTB, ça se fait systématiquement. Voilà, et il faut que ça se poursuive. En fait, nous devons juste nous rendre compte que une personne qui a une déficience est affectée sur un sens. Il y a d'autres sens qui fonctionnent. Voilà. Lorsque je ne vois pas ou je vois mal, mais mes ouïes fonctionnent. Et donc, je peux rejoindre cette personne en sollicitant l'ouïe, l'odorat, tout ce qui est autre sens qui fonctionne. Même chose
pour les autres déficiences. Quand lui ne fonctionne pas, je vois parfaitement bien. Et c'est ça qui a exploité. Donc la société devrait comprendre ça. Elle se dit, lorsqu'une personne a une déficience, il est possible que je m'adapte à cette personne-là. Mais vous pensez que pour vous, psychopédagogue, que l'école béninoise s'est déjà adaptée? Non, en fait, l'école, on n'est qu'au début, comme je disais. On découvre même la thématique de l'inclusion. Beaucoup des gens sont encore à rejeter ça. D'autres commencent à se dire, la chose est possible, on va essayer, voir. Mais il y a des écoles qui expérimentent ça depuis des années. Alors moi, je suis dans une école inclusive qui fait l'inclusion depuis 30 ans. Ah ouais? Mais depuis 30 ans, nous y sommes et ça fonctionne bien. Et il y a plusieurs autres écoles en privé qui le font. Alors pourquoi pas nos écoles publiques? Déjà, la loi oblige tout directeur aujourd'hui d'école à accepter les personnes handicapées. Donc un directeur ne peut plus aujourd'hui se lever et dire je n'accepte pas un enfant handicapé. Voilà. Maintenant, à partir de ce moment, il faut derrière travailler à la formation, à la sensibilisation, à la formation des enseignants et travailler à adapter nos programmes, nos matériels d'apprentissage. On est qu'au début. Mais pour vous, communicateurs, journalistes, vous ne voyez pas que dans ce sens-là déjà, c'est encore un vide? Les personnes vivant avec un handicap ne se retrouvent pas encore à travers les programmes proposés par les télévisions, par les radios. Qu'est-ce que vous faites? Ok, merci. Vous savez, on n'est qu'au début et puis en tant que... Non, finalement, on est au début. On est au début, mais avec pas notre biais à tous, nous, hommes des médias, on va essayer de vraiment attirer l'attention de l'autorité pour quand même corriger le tir, parce que quand vous avez dans un programme partout au passé, il faudrait que vous sachiez que dans la cible, il y a des personnes handicapées qui sont parmi eux. Il faudrait que le message qui passe, tout le monde soit vraiment au parfum de l'information, et aussi que au niveau des différentes animations, des programmes ou des sensibilisations, partout, on sait qu'il y a des personnes handicapées qui sont là, ça dépend du handicap, visuel, auditif ou moteur, il faut aussi l'impliquer. Et comme l'a dit mon ami, vous savez, à Cotonou, par exemple, vous ne pouvez pas, vous, en tant que personne handicapée visuelle, avec votre canne blanche, vous ne pouvez pas circuler à Cotonou librement. Sur les trottoirs, vous ne pouvez pas. Et vous aurez toutes les injures de ce pays-là. Alors qu'à vrai dire, dans les pays, c'est construit. On sait que les trottoirs... non, le Bénin est sur une bonne piste. Hein. Nous sommes sur une bonne piste. Vous savez, quand les bailleurs de fonds, les partenaires nous allouent les Monsieur Révy, on ne vous arrête pas. Oui. Gardez bien au chaud vos réflexions. Oui. Nous avons en ligne la directrice des affaires sociales de l'Atlantique, Madame Nadège Aouga. Madame Aouga, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, grâce à Dieu. C'est vous? Ça va, nous rendons grâce au Seigneur également. Dites-nous déjà, Madame la directrice, que fait votre ministère? Je dépasse même votre direction. Que fait votre ministère de façon concrète, au-delà de la théorie, pour que nos parents, nos concitoyens porteurs d'handicap puissent se sentir inclus dans la société et non exclus? Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que le mot ou le verbe que vous avez utilisé dans la question a toute sa phrase, l'exclusion. Et je pense que c'est par là que je vais commencer. C'est le principal problème auquel les personnes handicapées sont confrontées. D'abord, je voudrais m'assurer qu'en parlant de personnes handicapées, nous parlons des mêmes personnes. Une personne handicapée est une personne qui présente une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables et qui peuvent influencer la qualité de ses interactions avec son environnement. Vous voyez, donc ces personnes au Bénin sont confrontées à l'exclusion, comme vous l'avez dit. Ils sont cachés dans les arrière-cours, ils ont difficilement accès à l'éducation, aux soins et consorts. Et je pense qu'en la matière, le Bénin, déjà dans sa constitution, prévoit déjà que les personnes handicapées doivent être protégées par l'État. Et c'est sur cet ancrage-là que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a d'abord travaillé à élaborer la politique nationale de protection et d'intégration des personnes handicapées. Parce que c'est d'abord là, il faut un ancrage
stratégique pour pouvoir agir en la matière. Donc, à travers cette politique, on a fait d'abord un état des lieux pour diagnostiquer les réels problèmes des personnes handicapées et définir les grands axes d'intervention. Non, mais Madame Aouga, oui. Nous sommes en 2021. Est-ce que c'est en 2021 qu'il faut définir ces stratégies-là? Cette politique date de 2011. Elle vient à échéance en 2021. C'est une politique sur 10 ans. Alors, quel bilan alors peut-on faire de cette politique? Qu'est-ce qui a avancé de 2011 à 2021? Voilà. Avant 2011, je dirais d'abord, le ministère des Affaires sociales fonctionne sur 85 centres de promotion sociale qui couvrent les 77 communes du Bénin et qui offrent notamment des prestations en termes de réadaptation à base communautaire. C'est le premier problème des personnes handicapées. Nous avons dans les communautés 37 districts où nous faisons d'abord la réadaptation fonctionnelle, c'est-à-dire la personne handicapée, l'enfant handicapé, comment l'accompagner déjà pour que lui-même, en face de son handicap physique, puisse se tenir bien et quelles sont les activités communautaires de développement qu'il faut faire pour son intégration sociale. Donc, à part cela, nous avons au niveau du ministère, il y a par exemple 2 centres de promotion sociale des aveugles et amblyopes à Cotonou et à Parakou, et là, ce sont des enfants aveugles que nous accompagnons. Et déjà, depuis plus de 2 ans, nous enregistrons à chaque CEP 100% de réussite pour ces enfants-là, qui sont suivis également dans les collèges avec l'éducation inclusive. Quand on les accompagne dans l'écriture braille et qu'ils finissent le primaire dans nos centres, ils sont accompagnés, ils font les collèges comme tout autre enfant. La plupart sont par l'université, réussissent brillamment. Je pense que ces écoles font ces efforts-là. D'accord. Nous avons également, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, qu'on n'a pas pu découvrir très tôt, nous avons des centres de formation professionnelle de personnes handicapées que nous accompagnons. Madame Aouga, vous venez de dire qu'il y en a qui finissent brillamment leurs études universitaires. Mais quand il s'agit maintenant de recruter ces cadres, la barrière est érigée par le système gouvernemental, disons, dans les communiqués officiels. Vous, en tant que directrice et autorité, que faites-vous? Que pensez-vous de cette situation? Bon, je pense déjà que l'une des grandes actions qu'il y a eu en 2017 en matière de promotion, de protection des personnes handicapées, c'est la valorisation du statut juridique de la personne handicapée. Et le gouvernement a travaillé par rapport à la prise de la loi 2017 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Je pense que cette loi-là organise déjà l'accès à l'emploi des personnes handicapées et des aménagements. Cette loi dispose-t-elle déjà des décrets d'application? Bon, les décrets d'application sont en cours. C'est déjà une très grande avancée d'avoir une date que de 2017. Et je pense que la plupart des décrets d'application ont été élaborés et les dispositions sont en train d'être prises avec la fonction publique, puisque c'est le gouvernement qui a accompagné ces personnes-là depuis le bas âge, du primaire au secondaire à l'université, ce qui n'était pas le cas. Donc, ils travaillent également dans la même dynamique pour faciliter leur accès à l'emploi. Et cette loi est allée loin. Cette loi est allée loin en prévoyant même des mesures d'assouplissement pour les structures, par exemple, qui importent du matériel spécifique aux personnes âgées à travers les exonérations fiscales, les exonérations d'impôts, pour des structures qui s'intéressent à investir pour la protection des personnes handicapées. Donc, je pense qu'en la matière, des efforts sont faits. D'accord. Et je pense qu'on n'est pas... Aujourd'hui, par exemple, dans les centres de promotion sociale, 80% des budgets alloués aux centres de promotion sociale vont en appui direct aux personnes en situation difficile, dont les personnes âgées. C'est vrai. Oui, mais quand vous parlez de... Attendez, Madame Aouga, quand vous parlez de personnes en situation difficile, on voit souvent... bon, c'est encore nous qui allons couvrir ces événements-là. C'est des seaux, c'est des plastiques, c'est des râteaux, c'est des paniers que vous allez distribuer à des groupements de femmes. Mais les personnes qui portent des handicaps, cette aide-là, ce budget-là, quelle est la ligne qui va directement et concrètement vers ces personnes?
En fait, sur la ligne dont je vous parle, c'est des ciblages. Ce dont vous avez parlé s'appelle appui au groupement, c'est-à-dire autonomisation des groupements. Les personnes handicapées également, on les a accompagnées à se mettre en association au niveau des communes, en fédération, au niveau départemental et au niveau national également. On a travaillé, par exemple, dans l'Atlantique, à recenser commune par commune toutes les personnes handicapées. On en a enregistré plus de 20 000 dans l'Atlantique. Wow. Donc aujourd'hui, commune par commune, il y a un plan d'action. Leur âge, les personnes handicapées qu'on a enregistrées, leur catégorisation par âge, afin qu'un plan d'action spécifique à chaque tranche soit élaboré et les appuis vont vers eux en fonction de leurs besoins spécifiques. D'accord. Madame Aouga, la télévision, c'est une question de temps. J'ai juste envie de vous demander, si vous avez, disons, bon, avant de conclure, Heureuse, vous avez une question pour madame? Oui, je veux bien savoir. J'écoute Madame Aouga depuis longtemps. C'est comme si vous vous attelez à donner le pain ou bien le poisson aux personnes vivant avec un handicap, mais vous ne leur permettez pas d'aller eux-mêmes à la pêche. On a eu tellement sous ce régime où vous êtes directrice, on a eu tellement de concours et de recrutement réalisés, mais combien sont ces personnes vivant avec un handicap qui ont été recrutées dans le cadre de ces nombreux concours organisés? Bon, j'en avais parlé tout à l'heure. On vous a suivi. Voilà, je pense que c'est une question, c'est un processus. Le gouvernement a prévu d'accompagner ces personnes jusqu'à l'obtention des diplômes, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était d'ailleurs pas gagné d'avance. Pendant ce temps, on avait d'autres tests de loi. Les tests de loi qui font la promotion, qui facilitent l'accès à l'emploi des personnes handicapées, je vous l'ai dit, date de 2017. C'est le même gouvernement qui a travaillé pour l'avoir parce qu'on est dans la et nous sommes en 2021, il y a eu plusieurs concours. Il y a eu des concours. Pourquoi mais... ce même gouvernement qui a accompagné les personnes en situation de handicap leur ferme les portes de l'emploi quand il s'agit de recrutement? Non, je ne veux pas que les portes de l'emploi soient fermées. Les tests qui régissent la fonction publique ont été testés avant, n'est-ce pas? Donc il faut la mise à jour de ces tests. D'accord, on vous aura compris. Voilà. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Mais ce qu'il faut beaucoup plus retenir, ce n'est pas l'action en aval, c'est plutôt de travailler à prévenir le handicap. D'accord. Parce que le nombre de personnes handicapées que nous enregistrons aujourd'hui, pour les cas qu'on peut éviter, sont trop nombreux. Donc, c'est d'encourager la communauté à faire les consultations prénatales comme cela se doit et de mieux protéger les enfants pour ne pas les exposer aux grands risques de négligence pour qu'on enregistre plein de personnes handicapées. D'accord. Merci. Donc, je pense que l'essentiel est à ce niveau. Merci, Madame Nadège Aouga. Je voudrais rappeler que vous êtes la directrice des affaires sociales de l'Atlantique au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous vous souhaitons une excellente journée et merci d'être intervenue dans cette émission. Merci, c'est moi. Et voilà. Oui. Voilà, Heureuse d'Annonde. Nous avons tous écouté la directrice, Monsieur Révi, celle qui s'occupe le plus de vous. Voilà, celle qui s'occupe de vous a dit qu'elle a recensé vos associations et que vous bénéficiez même. Elle a dit que l'État vous octroie des aides puisque vous êtes regroupés en association, en groupement. Vous savez, elle est dans son rôle, et puis il faut elle est dans son rôle, n'est-ce pas? Et puis en travaillant au ministère, elle est dans son rôle, et on ne pourra pas quand même la charger parce qu'à vrai dire, elle a essayé de faire ce qu'elle peut le dire, mais il faut noter que sur le terrain, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'une personne handicapée qui finit son master, vous lui donnez des seaux d'eau ou d'aller faire une formation en cordonnerie à Kassato, non, ça ne cadre pas. Le travail est libérateur. Quand l'intéressé a son emploi, l'intéressé est autonome. C'est là le problème, vous savez. Donc, elle ne pourra pas nous dire les chiffres à l'appui, qu'il y a un concours qui a été organisé et puis il y a un nombre de personnes handicapées qui ont été recrutées. Il y a une avancée. Le même gouvernement prend les décrets, après le même gouvernement sort le communiqué pour exclure encore. Donc il faudrait vraiment que l'autorité qui nous suit actuellement redouble d'ardeur pour que les personnes handicapées soient intégrées.
C'est ça ce que je nous demande. C'est l'intégration qui pose réellement problème. C'est ça, c'est l'intégration. Et aussi, il faudrait que la communauté de base, aussi, les regards plus ou moins qui fusent, soient aussi mis de côté pour que tout le monde vive dans une ambiance conviviale, comme si rien n'était. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Madame Nadège, elle a bien parlé en tant que directrice, c'est normal, mais c'est sûr que sur d'autres fronts, elle va encore dire autre chose. D'accord. Allez, cette émission, c'est aussi les internautes qui interviennent. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure. Dans une minute, le temps pour nous. Nos chefs d'édition nous donnent des instructions que nous devons suivre. Et voici donc quelques messages avec nos amis de la toile. De la toile. Voilà, le premier qui dit ceci. Le premier message, voilà, je suis... La prise en charge, j'y vais, le temps que vous retrouvez. Allez-y. La prise en charge des diplômés handicapés est mieux au Niger qu'au Bénin. Ben voilà une comparaison qui se fait. Voilà. Ensemble, travaillons afin de bâtir mieux une société inclusive. J'ai parcouru tous les pays de la sous-région avec des partenaires en tant que dirigeant d'association avant de venir en Amérique du Nord. Bonne journée à vous et au plaisir. Un gros sujet qui fait mal au cœur. Dans la conscience collective, ces personnes constituent malheureusement une population inintéressante. Donc, malgré le cadre juridique et législatif disponible à travers les votes et les signatures de ces instruments juridiques, les mesures d'accompagnement demeurent sous cloche. La prise en charge de ces personnes ne devrait pas être une affaire que l'affaire du ministère de la Famille. Elle est multisectorielle. Un autre message qui dit, quand on sait que le budget annuel du ministère de la Famille reste trop marginal pour sa mission, ce ministère est résolu à subventionner quelques écoles pour personnes handicapées et c'est tout. Alors qu'il s'agit ici d'une prise en charge transversale sur le vécu quotidien de ces personnes-là. Ailleurs, les gens qui ne vont même plus à la messe font preuve d'une grande générosité et de tolérance dans l'accompagnement de ces personnes, tant au milieu communautaire, tant au niveau de l'État central. Contrairement chez nous, où tout le monde crie Dieu matin, midi et soir, mais ne met rien en pratique. Excusez-moi d'être un peu sévère. Un autre message, et ce sera certainement le dernier. Bonjour à tous, chers leaders. Vous savez, le fait que l'autre porte un handicap ne permet toujours pas à ceux-là qui se croient normaux de l'accepter convenablement. Alors qu'ils oublient que cela peut arriver aussi dans leur vie ou dans leur famille. Si chacun pouvait considérer que des créatures de Dieu, j'espère qu'aucun problème ne se poserait. Je suis moi-même qui vous parle dans cette situation où ma fille de 5 ans, qui n'arrive pas à parler ni entendre, est repoussée devant moi. Parce que l'on ne peut pas faire ami avec elle. Monsieur Alain, c'est vraiment compliqué aux hommes d'accepter facilement les personnes porteuses d'un handicap, alors que nous devons aider ceux-là à trouver la joie de vivre avec nous, mais hélas. Même le gouvernement devrait créer des cadres adéquats pour la prise en charge de ceux-ci et favoriser leur insertion. Ils sont laissés pour compte, balayés de revers de main. Et oui, voilà un témoignage qui vient donc confirmer tout ce qui a été dit sur ce plateau. C'est vrai que nous voudrions une société inclusive. On ne cessera jamais de le dire. Nous sommes enfants du même pays. Ce n'est pas la peine de regarder les autres de haut. Donc, voilà un exemple qui vient donc de tomber. Heureuse d'annoncer. Je crois que nous allons faire un tour de table. Un tour de table avec nos invités. Mais avant le tour de table, on va permettre à Monsieur Bessinon d'intervenir, de dire ce qu'il avait à dire avant le message. Voilà, ce que j'avais à dire a été abordé par un internaute. C'est vraiment que je trouve, et ça de plus en plus le problème se pose, qu'il faut revoir le cadre institutionnel de prise en charge des personnes handicapées. Il faut qu'on arrête de penser qu'il n'y a que le ministère des Affaires sociales pour s'occuper d'eux. Il faudrait que le ministère des enseignements maternels et primaires s'occupe des questions
au niveau de l'enseignement maternel primaire qui touche les personnes handicapées. Au niveau du ministère de la Santé, on s'en occupe aussi. Au niveau du ministère de l'Emploi, on s'en occupe aussi. Et qu'il ne soit pas une cible directe des ministères des Affaires étrangères. Cela soit multisectoriel. Exact. Mais tant que ce n'est pas pensé ainsi ou reformé ainsi, on n'arrivera pas à réussir l'inclusion. Parce qu'on entend les personnes vivant avec un handicap qui trouvent que rien ne va encore. On a eu le son de cloche du ministère qui trouve que bon, il y a des avancées, mais finalement, c'est comme si le travail se fait, chacun fait son travail dans son sens et puis bon. Et voilà, il n'y a pas d'inclusion. Voilà, les inspecteurs ne reçoivent pas de consignes du ministère de la famille. Ils reçoivent des consignes du ministère de l'Éducation. Voilà. Et voyez-vous, donc il faudrait que chaque ministère intègre cette cible-là comme une cible dont il faut s'occuper. Monsieur Henvi, si vous deviez faire un appel en guise de mots de clôture de ce débat, que diriez-vous ce matin? Ok, merci à vous. Mais avant l'appel, il faut noter que, comme l'a dit l'internaute, vous savez, dans les pays limitrophes, il y a le cas des personnes handicapées qui ont vraiment évolué. Oui. Et quand on parle des quotas, le Burkina, par exemple. Le Niger à côté ici. Oui. Vous savez, alors que ces pays-là viennent au Bénin pour prendre nos différents tests de loi pour aller appliquer chez eux. Quand vous quittez le Bénin, vous allez à l'extérieur, vous êtes bien traité. Mais quand vous venez au Bénin, quand on peut le voir, vous venez au Bénin, c'est au Bénin qu'on vous prend comme un colis. Alors qu'ailleurs, avant que vous ne descendez, avant que l'avion ne tarisse, il y a dans l'avion, il y a un fauteuil roulant. C'est que dans le vol, il y a telle personne handicapée qui a besoin d'une chaise roulante pour se déplacer. Mais quand vous venez chez vous, dans votre pays, allez, on vous prend comme un colis. Alors que c'est pas logique. En tout cas, l'État a encore du travail à faire. Il faut noter que l'État fait beaucoup de choses, mais il y a encore du travail. Il faut dire que les personnes handicapées ne sont pas des objets de pitié, mais des sujets de droit. C'est un droit absolu. Merci. Merci à vous. Monsieur Bessinon, un dernier mot en 10 secondes. Poursuivons ensemble le combat et gardons espoir que les choses vont s'améliorer. Nous vaincrons. Eh oui, madame, monsieur, heureuse l'a dit, nous vaincrons, nous réussirons à créer davantage une société inclusive où toutes les filles et tous les filles de ce pays, toutes les filles, voilà, et tous les fils, voilà, j'y arrive, arrivent donc à se mettre ensemble dans tous les compartiments. Eh oui, d'accord, vous avez compris, hein, ça c'est la canne de Marcel, je le lui prends, voilà, c'est sa canne. Non, réalisateur, voilà, c'est la canne de Marcel. Il faut en prendre soin, c'est important. Hein. Allez, merci à vous, cher Marcel Henvi, merci à vous, monsieur Bessinon, merci d'avoir participé à ce débat.